la parole moi, en fonction du besoin que j'ai sur l'animation de ce sujet. Quand même, les gars. Voilà. Mohamed Ali, on va avancer. On va avancer avec vous sur l'électricité. Il y a cette centrale flottante sur laquelle nous avons pas mal de questions à se poser. Avec vous, Mohamed Ali. Ah oui, effectivement. Vous savez, récemment, ils se sont succédés ici. Allez-y. Même l'ancien ministre de l'énergie était venu nous voir ici. Monsieur Abbé, on a eu des spécialistes en électricité, on a eu certains au téléphone, on a évoqué, parce que justement, nous n'arrivons jusque-là pas à comprendre pourquoi, alors qu'on nous a convaincus il y a quelques années de la disponibilité des productions en électricité, on nous dit qu'on n'arrive pas justement à produire suffisamment pour donner de l'électricité dans nos ménages. Malgré les réponses de tous ces spécialistes, on continue toujours à s'interroger. Alors, nous sommes allés quand même trouver des réponses, rechercher des informations auprès des détenteurs. On a contacté ceux qui sont cités dans cette affaire de bateaux et un peu plus dans la production d'électricité. On a aussi parlé avec des consultants et on a consulté certains documents auxquels on a eu accès pour comprendre un certain nombre de choses. Un tour complet, quoi. Oui, à peu près. Parce qu'il y a des réponses qu'on n'a pas trouvées encore. Les grandes gueules. Très bien. La première chose qu'il faut retenir, peut-être c'est connu de tout le monde, c'est que malheureusement, et finalement, Caleta et Soapiti, ce sont deux barrages qui n'appartiennent pas à la Guinée jusqu'à présent. J'apprends qu'à la base, après la construction de Caleta, le président Condé a voulu finir avec Soapiti et pour financer Soapiti, il a été obligé, parce que vous savez, c'est les Chinois qui ont tout le temps financé. Mais avec Caleta, on avait fini de rembourser, même si ce n'était pas que les Chinois qui étaient dessus, mais on avait fini de rembourser, donc ça revenait à la Guinée à 100%. Mais vu qu'on devrait réaliser Soapiti, la Guinée devrait payer, je pense, 15% du montant. Ça faisait, c'était dans l'ordre d'1 milliard et quelques de dollars, le coût global. Exim Bank de la Chine devrait prêter de l'argent à la Guinée, mais la Guinée devrait payer les 15%. Alors, qu'est-ce que le président Condé a fait? J'apprends. Il a mis Caleta. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Caleta, il a mis en gage pour trouver Soapiti. Donc aujourd'hui, les deux barrages appartiennent aux Chinois. Quelqu'un m'a expliqué plus tard que c'était pas une mise en gage, mais c'était une ouverture du capital à une certaine hauteur contre paiement de liquidité directement à la Guinée. Ce montant-là, donc à Exim Bank directement. Sauf que malheureusement aujourd'hui, ils ont mis des sociétés. C'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont mis des sociétés de gestion où EDG est obligé d'acheter de l'électricité justement uniquement aux Chinois qui gèrent, donc qui déposent les factures de la production de Caleta. Donc il paraît qu'il y a très peu de Guinéens d'ailleurs dans la gestion de Caleta et de Soapiti. Aujourd'hui, la Guinée paye beaucoup plus d'argent et les Chinois, j'apprends qu'ils ont d'ailleurs fini de récupérer leur argent, mais la Guinée doit continuer à payer parce que ce sont ses engagements. Malheureusement, j'apprends que l'un des directeurs était un vendeur de pizza qu'on a fait venir ici parce qu'il était ami avec les grandes gueules. De ce côté-là, c'est le témoignage par boutade que j'ai reçu de ce côté. Alors finalement, vous savez, c'est en période d'étiage, les barrages tournent pas rond, on va dire ça comme ça. Donc du coup, en 2020, le président Condé a fait venir le bateau. En Guinée, c'est pas ouvert. Il n'y a qu'en Guinée qu'on entend qu'en période d'étiage, les barrages ne tournent pas rond. Malheureusement, il n'y a qu'en Guinée. Vous vous souvenez, en 2020, avec les coupures d'électricité, le président a été obligé de faire venir un bateau de 140 MW à l'époque. Et à l'arrivée des nouvelles autorités, ils ont renvoyé le bateau sous prétexte que c'était émaillé d'énormément de fraude. Alors les explications, on n'a pas eu accès au contrat, ça n'existe pas, même à l'ANP, même dans les institutions où le contrat devrait exister, puisque c'était un contrat d'entente directe, donc beaucoup de personnes n'ont pas eu accès au contenu du contrat. Mais ce qui se passe, c'est que du ministre de l'énergie de l'époque jusqu'au premier ministre, en passant par le directeur de l'EDG, tout le monde y prenait pour lui. J'apprends le montant de 300 millions de dollars par trimestre que M. Mati, à l'époque, directeur de Bangali Mati. Oui, Bangali Mati percevait dans ce contrat des bateaux, et ce qui faisait qu'il y avait un groupe qui ne voulait pas que le bateau soit relâché par la Guinée, que le bateau soit renvoyé. Mais puisque ça coûtait cher à la Guinée, il y avait du nem-nem à se partager. Énormément. Il y avait énormément d'argent. Il paraît que même les nouvelles autorités, j'apprends que même les nouvelles autorités, l'ancien Premier ministre, donc le premier Premier ministre Mohamed Beavogui était concerné justement par ce contrat. Et les ristournes. Les ristournes. Et que
les réunions concernant le bateau, finalement, se faisaient à la primature et non au ministère de l'hydraulique, de l'énergie, etc., etc. Donc, finalement, ils ont renvoyé le bateau. Quand ils ont renvoyé le bateau, ils ont estimé, et une conférence de presse du directeur de l'EDG, l'actuel directeur de l'EDG, parce que, souvenez-vous, Mati avait été renvoyé pour malversation. Et on lui a demandé de passer devant la CRIEF. Lui, l'ancien directeur général de l'EDG. Donc, il a été renvoyé pour malversation et il était même convoqué à la CRIEF. Il a été remplacé par Laïsekou Kamara, qui vient d'être limogé là. Donc, celui-ci, quand il arrive, il fait une conférence de presse au mois d'avril. Il dit que le bateau n'a rien à voir avec les délestages. C'est lui qui disait sur nos antennes qu'il ne parle pas aux médias, il n'a pas à apporter de clarification à un journaliste. Exactement. Ce monsieur. Donc il disait, dans une conférence de presse, pour motiver le fait que le bateau soit renvoyé, il disait que le bateau, ça nous coûtait cher. On peut produire de l'électricité par nous-mêmes. Il dit, je répète ce qu'il a dit, nous dépensions 4 millions par trimestre. Et ces 4 millions-là, je les ai pris, j'ai réparé les groupes que nous avons. Aujourd'hui, on n'a aucun problème de production d'électricité. Nous pouvons le faire. Donc, ce qui voudrait dire qu'on n'avait pas besoin de bateau. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? C'est la question que l'on se pose. Très bonne question. Produire, justement, de l'électricité. Souvenez-vous qu'après cette conférence, effectivement, la Guinée arrivait quand même à produire de l'électricité au fur et à mesure. On avait quand même un peu, on avait de l'électricité dans nos ménages jusqu'à un certain moment. Il se trouve que, j'apprends, que la Guinée avait payé 23 millions de dollars pour la réparation des groupes qui appartenaient à Cassius Djoubate. 23 millions de dollars. 23 millions de dollars. Pour réparer des groupes qui appartenaient à Cassius Djoubate. J'ai dit qui appartenaient donc à des Cassius groupes Djoubate. privés. Attention, il faut préciser. Cette partie est très importante de préciser ce que le groupe, au moment où les 23 millions ont été payés, n'appartenait plus à Cassius. Et Cassius était en justice avec l'État. Permettez-moi très rapidement un procès d'ailleurs qu'il a remporté parce que tout simplement ça lui avait été spolié et octroyé à Mori voilà, GDE de Mori Diané. Voilà, donc c'est GDE qui a encaissé les 23 millions de dollars. Et non, j'apprends justement le contraire. L'État devrait payer quand c'était Mori Diané. Mais c'est l'ancien directeur d'EDG qui a signé le contrat, parce qu'il faut rappeler aussi que les signatures de contrat, c'est EDG qui le fait maintenant, ce n'est plus le ministère de l'hydraulique, etc. Et que lui-même, il est partie prenante justement dans ce projet, que le procès le procès qu'il a gagné, que Cassius a gagné, faisait qu'il avait les groupes à sa disposition, ça lui appartenait. Maintenant, le contrat devrait continuer. Et on va le laisser terminer. Pas tous les groupes. On va le laisser terminer et ensuite tu pourras réagir. Donc l'État a dépensé 23 millions. Ces groupes aussi devraient participer à la production d'électricité, au moins pour Conakry. C'était un privé. Malheureusement, ce sont ces groupes-là qui ont pété dans l'incendie justement de dépôts d'hydrocarbures. Donc l'investissement de 23 millions à ce niveau. Donc il y a des groupes qui ont pété dans cette incendie. Très bien. Très bien. Bien. Alors, des groupes appartenant à l'État ne fonctionnent plus. C'est le cas, par exemple, de K2 et de Kaloum 2. Kaloum 2 qui fonctionne à 50%. Kaloum 1 qui fonctionne à 80%. Et Kipé. Kipé qui fonctionne autour de 75%, j'apprends. Mais il y a aussi des groupes de secours à l'intérieur du pays qu'on peut activer. Je pense que l'ancien directeur misait sur ça pour dire qu'il fallait reparler justement des groupes et produire de l'électricité. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, que là-bas, on ne gagnait pas suffisamment d'argent. D'accord. C'est-à-dire que les groupes appartiennent à l'État. Donc, si les groupes appartiennent à l'État, il n'y a pas de ristourne derrière, sauf les carburés. Si vous pouvez gagner, vous ne pouvez gagner que sur le prix du carburant. Et même là, à peine. Donc, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas renvoyer le bateau pour trouver effectivement, pour continuer à toucher les ristournes. C'est ce que j'apprends. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les grandes gueules. Le bateau, en réalité. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'électricité. Parce que tout simplement, les moteurs, les groupes qui doivent nous donner de l'électricité sont en panne et on ne veut pas les réparer. En effet. Il y a, enfin, cette thèse est appuyée par le discours de M. Baoudi,
dans sa conférence de presse. Premièrement, il dit quoi? Il dit, je cite, excusez-moi, il dit exactement qu'en ce qui concerne la question d'électricité de ce point de vue, il y a certes l'approvisionnement en mazout pour faire fonctionner les groupes thermiques. Il ajoute, mais les ressources publiques pour acheter de manière régulière une quantité suffisante de carburant pour faire fonctionner les machines, de ce point de vue, il y a des difficultés. Nous essayons de chercher des voies et moyens pour pallier à ces contingences qui affectent la vie des citoyens guinéens. Donc pour lui, le problème, c'est le carburant. En fait, la Guinée n'a pas suffisamment d'argent aujourd'hui pour acheter du carburant et faire fonctionner ces groupes. Les groupes sont en panne. Et par ailleurs, on n'a pas suffisamment d'argent pour acheter. On n'a pas dit qu'on n'a pas de groupe, on n'a pas dit qu'on n'a pas la capacité justement de produire de l'électricité. Ce qui voudrait dire aujourd'hui qu'on peut bel et bien produire de l'électricité au niveau local. Il faudrait juste investir justement dans ces groupes qui sont en panne, qui ne sont pas en train de fonctionner. Ça, c'est une première solution qu'on peut adopter avant de faire venir le bateau. La deuxième solution, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a une possibilité pour la Côte d'Ivoire de trouver de nous donner de l'électricité à 12 cents. C'est-à-dire qu'on peut effectivement aller négocier avec les Ivoiriens qui donnent le carburant parce que le réseau existe jusqu'au niveau de Conakry à 12 cents pendant la période d'étiage. On ne veut pas le faire. On veut faire venir justement le bateau. La solution pour laquelle on a pris parce que il y a des ristournes. Pourquoi? La bonne question, la bonne question, c'est oui, parce que sur les chiffres, on parle de 12 cents, on parle de 9 cents, on parle de 11 cents. Mais la question aujourd'hui, pourquoi préférer la solution du bateau et pas celle d'un approvisionnement à partir de la Côte d'Ivoire? Qui est d'ailleurs difficile. La solution du bateau est extrêmement difficile. Pour revenir un peu, je voudrais un peu... Il a fini. Il n'a pas encore terminé. Ah, d'accord, ok. Il n'a pas encore terminé. Et c'est là le sens de la question que l'on pose. Sur la solution du bateau, on a entendu l'adjoint de Capoeirship ici, sur nos antennes, M. Ali, je crois, et qui disait non, on n'a pas de problème. Le bateau, il peut bouger si l'État paye. Parce qu'il y a une sorte d'avance, une sorte de cautionnement à verser. D'engagement financier. D'engagement financier. Il n'y a pas seulement une question d'engagement financier. Donc le bateau n'a pas encore bougé. Avant que le bateau même ne bouge, avant que le bateau même ne bouge, le contrat d'abord n'est même pas signé. Attention. Le contrat n'est encore même pas. Entre l'État et Capoeirship. Voilà, l'État Capoeira et il y a des, comment on appelle ça, Cassius Dubaté avec son entreprise. Il y a K-Énergie. Donc là, c'est pas encore signé. Très bien. Exclusivité. Donc on en est encore là, les 18 jours qui nous ont été annoncés. C'est si tout cela est réglé, à partir de ce moment, on peut aller aux 18 jours. Pourquoi le bateau? Malgré les difficultés. Vous verrez qu'il y a un enjeu financier derrière. Le bateau, on a annoncé un bateau de 250 mégawatts. Ça arrive dans 18 jours, ils nous ont dit. Et le coût du bateau, c'est 10 cents de mégawatts. C'est ce qu'on nous a annoncé. Sauf que, sur ce coût, on ne dit pas tout. Parce qu'en matière, justement, de fourniture d'électricité, il y a deux prix. Compte 6 au départ. Compte 6 au départ. Même les 6 du départ, ils avaient mis 6. Je n'ai pas voulu revenir là-dessus pour ne pas retarder. Mais vous verrez que, en fait, dans la tarification de l'électricité, il y a toujours deux coûts. Il y a ce qu'on appelle le coût fixe, qui peut être 10 cents, c'est-à-dire c'est à ça qu'on achète le carburant, plutôt l'électricité. Mais il y a le coût variable. Ça, c'est l'entretien qu'on apporte au bateau, en fait. Vous voyez? C'est un peu les coûts opérationnels. Voilà, vous louez le bateau, le bateau est là. Que vous achetez de l'électricité ou pas, vous payez ça. Vous apportez du carburant, vous apportez des lubrifiants, etc. Et puis vous payez. C'est ça quoi. Donc il y a toujours deux prix. Il y a le prix fixe et les variables. Le prix fixe, c'est 10 cents. Maintenant, les variables, j'apprends que ça varie. Ça peut aller de 6, 7, 5, ça peut aller jusqu'à 10 cents. Il y en a même, l'ancien bateau, les deux coûts faisaient 25 cents, en fait, on nous a dit par kilowattheure. Ici, on parle de 20 et de 21 cents, si on mettait les variables sur le coût fixe. Mais même si on prenait les coûts fixes, voilà comment on calcule, et vous verrez la somme que ça va donner. J'ai eu la formule. D'accord. En fait, si vous avez les grandes gueules. Tu peux aller avec moi. Mohamed, tu veux bien. La calculatrice, Jacques, très bien. Oui, je vois. Donc, si vous prenez les 250 mégawatts de bateaux qui arrivent. Bon, les mathématiciens, de votre côté, vous pouvez faire travailler vos ménages pour calculer avec nous. Oui. Si vous prenez les 250 mégawatts du bateau, parce que
quand vous faites venir le bateau, même si vous n'avez besoin qu'il y ait un seul mégawatt, vous payez pour les 250 mégawatts. En effet. Donc, vous prenez les 250 mégawatts, vous multipliez par 1000, c'est-à-dire 1000 en kilowattheure. 250 fois 1000. Fois 1000, c'est 1000. 250 000. Oui, fois 24. 24 heures par jour. 250 le nombre de jours. Fois 24, oui. Fois 24. Fois 30 qui donne le nombre de mois. Fois 30, oui. Plutôt de jours. Donc le mois, ça oui. c'est dans le mois. Le mois, dans le mois. Fois 12, ça c'est les 12 mois de l'année. Oui, c'est ça. Maintenant, vous ajoutez les 10 cents. Plus les 10 cents, le coût fixe qu'on nous a donné, sans parler des variables. Multiplier plutôt. Multiplier. C'est ce que je dis. Mais fois. Donc fois 10. Fois 10. Ok. Et vous donnez, ça donne combien? Je vois... 216 millions. Non, c'est bien plus que 21, ça. Je crois que c'est 21 milliards 600 millions. 21 milliards 600 millions. 600 millions. Par mois. Non, par an. Oui, ça c'est par an. 21 milliards 600 millions de quoi? C'est de dollars, ça. Ah non? Non. Récalculer. Mais ça peut pas être en francs guinéens. Ça peut pas être en dollars, sinon on vend le pays. Ça peut pas non plus être en francs guinéens. Notre PIB, il y a une erreur sur le voilà, notre PIB fait... Peut-être c'est 216 millions. 216 millions. De dollars. Ça donne ça. D'accord. Lorsque vous calculez, ça donne 216 millions. D'accord. Et si vous prenez les 6 mois, vous divisez 216, ça donne 100. Donc au lieu de multiplier par 1000, on doit le multiplier par 100. Ça donne 108 millions. C'est ce que ça donne. Si c'est par 100, ça donne 216 millions. Donc vous divisez, ça donne 216, vous divisez par 2. Si vous prenez simplement, si vous avez loué le bateau pour 6 mois, bah, ça donne combien? Ça donne 108 millions. C'est ça. Et si vous prenez uniquement les 3 mois, peut-être on peut dire que la période d'étiage c'est sur 3 mois, même si on sait que le bateau va rester beaucoup plus. Vous voyez ce que ça donne. C'est aux alentours de 50 et quelques millions. Donc si on est loué le bateau, c'est 54 millions. Ça c'est simplement sur le coût fixe en réalité. Et j'apprends que les parties prenantes dans ce bateau... En réalité, on est dans la fourchette des 18 millions par mois. De dollars par mois. 18 millions de dollars. Et c'est plus que le montant annoncé sur l'ancien bateau. Mais vous verrez que... Parce que là, c'est le calcul, les 54, pardon, pour qu'on comprenne. Non, les 54 millions... 250 mégawatts qui doivent arriver. Le bateau, oui, on parle de nouveaux bateaux. Donc, parce qu'ils ont annoncé ça fait 54 millions de dollars pour 3 mois. Pour 3 mois. C'est bien cela. C'est bien cela. En charge fixe. Fixe, sans les variables. D'accord. Et vous regardez le discours de Baoui quand on lui a... Il faut comparer ça à ce que... Bon, on fera ça après. Très bien. Baoui, ça s'était rendu compte. Parce que la première conférence de presse qu'il avait donnée, voici ce qu'il a dit, je le cite. Il était privilégié la possibilité d'avoir un bateau avec des centrales. Mais le projet est relativement coûteux parce que cela obligerait le gouvernement à louer ce bateau, l'approvisionner en carburant pour produire de l'électricité afin de satisfaire les 150 mégawatts au moins. Ça, c'était la position de Baoui. Je ne sais pas à quel moment ça a évolué, mais ce que je sais, c'est que M. Mati, qui a été renvoyé des DG devant la CRIEF, est aujourd'hui l'un des conseillers. Il est dans l'équipe de conseil de M. Baoui pour faire venir le bateau. Et parce qu'il a été blanchi de toute manière à la Cour suprême. Et les actionnaires. Les actionnaires qui sont effectivement dans cette affaire des bateaux se trouvent en ministre reconduit et son beau-frère, j'apprends des sources me l'ont confirmé à l'étranger, et son beau-frère de sa femme, plus M. Cassius. Ça forme la première... Un ministre reconduit. Un ministre reconduit. Son beau-frère, plus M. Cassius. Israël Mambokou. Mambokou en fait partie. Contente-toi d'un ministre reconduit. Contente-toi d'un ministre reconduit. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Est-ce que Mambokou en fait partie? Ils sont pas nombreux. Tu peux savoir qui a intérêt. Son frère qui est ambassadeur dans un pays européen. Plus M. Cassius. Les trois forment le premier groupe guinéen. Est-ce que Antoine est le beau-frère d'un... Antoine n'est pas ambassadeur. Est-ce qu'on se comprend? Pas Bogola. Ils forment le premier groupe. Non, c'est pas lui. Le deuxième groupe... Bogola n'a pas été reconduit. On te dit ministre reconduit, non pas de Bogola. C'est un ministre ou bien une ministre? C'est un ministre. Un ministre. Je vais avancer en bas. D'accord, allez-y. Le premier groupe... Il ne faut pas qu'il nous mette dans une devinette. La question revient sur... Tu nous mets dans une devinette pour nous libérer quand même. Voilà. Mohamed Ali, continue. Merci. Un ministre reconduit. Je te préviens que par ces temps qui courent, la HAC
c'est minimum 3 mois. Merci. Donc voilà. Je préfère dire encore une fois. Parce que tes preuves là vont pas leur suffire. Hein. Il y a 3 parties. Il y a 3 parties prenantes officiellement dans le contrat. Je le rappelle encore. Alors, le ministre a répondu. Tu sais, je vais te laisser continuer. Il faut détendre un peu ça. Moi, quand c'est beaucoup de chiffres là, un peu perdu. Il y a cet animateur d'une page. Hein, il se présente comme étant l'animateur de la page du professeur Alpha Condé, la page sur Facebook Coro. Et puis il dit de mon temps, un animateur des GG, ça osait dire à un ministre, ah dis donc. Il dit, mais maintenant, même, il n'ose même pas parler d'un chef de quartier. Là, tu donnes raison à... Donc, je reviens en fait sur la négociation du bateau. Donc, dans cette négociation, j'étais en train de rappeler qu'il y a 3 parties. Il y a cet ancien ministre, ce ministre reconduit donc, et son beau-frère qui est ambassadeur dans un pays européen. Je donne plus de précision. Plus M. Cassius Dubaté qui est officiellement celui qui reprend le contrat. Il y a la partie turque, justement, à qui appartient le bateau. Je pense que nous avons eu un des responsables ici. Et puis, il y a le gouvernement guinéen. Mais autour de ça, chacun trouve un peu dans les ristournes que le bateau va produire en réalité. C'est pourquoi la solution de reparer les groupes en Guinée, les groupes guinéens, les petits groupes que nous avons ici et à l'intérieur du pays, les réparer et les carburer, se trouve être plus coûteux que faire venir un bateau qui nous coûterait le montant que vous venez de dire exactement en fait. Et c'est pourquoi on n'opte pas pour cette solution. En fait. On pourrait même agrandir notre parc. On pourrait même acheter d'autres groupes qu'on pourrait venir adjoindre à l'existant, justement, sans être obligé de dépenser 216 millions. Est-ce que la solution du thermique, c'est vraiment la bonne solution? Non, mais on n'a pas le choix. Non, mais dans l'immédiat, on n'a pas le choix. Non, je réagis en passant, par exemple, à la solution ivoirienne. Ils ont du gaz. Et je veux lire ce que je veux lire ce que ils ont du gaz, je veux lire ce que un de nos auditeurs et amis Fodé Baldé qui nous écrit: depuis le régime précédent, nous ne cessons de dire qu'avec la Côte d'Ivoire, c'est possible d'avoir de l'électricité de qualité. Aujourd'hui, l'électricité qui est fournie peine à faire fonctionner un climatiseur, et c'est vrai. Ça, c'est vrai. À l'époque, on nous servait le discours de la souveraineté énergétique que nous ne recusons pas. Mais bien avant que cela arrive, on fait quoi? Le problème est qu'on refuse de concevoir l'électricité comme un produit commercial. Fodé Baldé qui réagit à cela. Roby, je te donnerai tout le temps. S'il te plaît, laisse-le terminer. Laisse-moi en quelques minutes, et on revient à toi. Donc, si je reviens un tout petit peu en arrière, c'est de dire que, premièrement, on a la possibilité... Les grandes gueules. Pour produire de l'électricité pendant les 3 mois... durant les 3 mois que va durer la période de manque d'électricité, avant que Caleta et Soapiti ne commencent à fonctionner pleinement pour donner un peu plus d'électricité. Il y a cette première solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut reparer les groupes, mais on peut aussi commander plus d'électricité avec les producteurs privés. Tepawa, par exemple, n'est pas à sa capacité maximum, on commande peu. Et là, je vais vous dire, parce que je me suis intéressé un tout petit peu au contrat qui lie EDG à ces sociétés privées. La société des AB, qui était là la dernière fois aussi. Est-ce que vous savez que la dernière fois que cette société a reçu une commande d'électricité, c'était au mois de février 2021. Et vous allez voir comment est-ce que cette société a fait payer 12 cents par kilowattheure à EDG. Et c'est EDG qui a fait le choix de payer ça parce que les conditions existaient dans le contrat. On a consulté le contrat, j'en parlais tout à l'heure là. Donc la première solution, c'est de reparer les groupes et surtout aller avec les privés pour donner de l'électricité pendant ces 3 mois-là. Ensuite, si cela ne suffit pas, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut donner de l'électricité à 12 cents. Ça, c'est le coût fixe en fait. Parce que le reste, c'est eux qui s'en occupent. Il n'y a pas de majoration, il n'y a pas de frais d'entretien, d'huile, tout ça. On peut aussi payer, mais on sait que là aussi, on ne gagne pas beaucoup. On fait venir le bateau de 250 MW. Ce qui est curieux, c'est qu'on a un bateau de 250 MW. Hein, mais au fond, le câble qui permet de connecter le bateau à notre système électrique est de 150. Sa capacité est de 150 MW. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on ne peut pas en avoir plus. On ne peut pas en avoir plus, sinon vous faites... Il faut dire Dieu merci. Je vous dirai la raison. Il faut dire Dieu merci qu'on ne prenne pas 250 sur ce bateau. Parce que cela voudrait dire qu'on va déconnecter d'autres centrales, parce que simplement on va avoir un fournisseur unique. Le risque lié à cela, la Sierra Leone l'a connu dans une petite dimension, dans une petite proportion. Ceux qui visent la Guinée, si on prend les 250 là-bas, je vais vous l'expliquer après. Voilà. Donc,
on fait venir un bateau de 250. Souvenez-vous qu'Alpha Condé, lui, il avait envoyé un bateau de 220. Parce que le câble au niveau du port, c'est 150. Alpha Condé avait fait venir un bateau de 120. Parce que le câble prend 150. Nous, on fait venir un bateau de 250. Parce que qu'on devra payer. Il y a des kilowattheures à payer. Plus les ristournes deviennent plus importantes et on empoche un peu plus. C'est pourquoi c'est ce qui peut expliquer le choix d'un bateau de 250 MW. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la possibilité, on n'a même pas un système qui puisse prendre les 250 MW du bateau pour nous donner l'électricité, même si on a envie, parce qu'on n'a pas les installations. On n'a pas les installations pour cela. Alors, l'autre solution... L'autre chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est concernant justement le contrat entre EDG et AB. On a eu ce contrat parce qu'on a eu qui nous avait donné des explications. Et qui nous a vanté le potentiel de ces groupes. Bien. En fait, on a consulté le contrat qui a existé entre AB, donc la société d'AB, et EDG. C'était un contrat à 3 dimensions. Je pense qu'il nous a dit qu'ils étaient à 8 cents. Oui. C'est ce qu'il nous avait dit. Oui. Et les 8 cents... Et on a trouvé que ce n'était pas 8, mais 12. Oui. Presque 13. Parce que je crois que c'était 12,73 si je ne quelque chose dans le genre. Je vous explique ce qu'on a trouvé dans le contrat. Laissez-moi juste le temps de retrouver. Voilà, c'est un contrat qui est signé en 2016. Fin 2016. Ça concerne la réhabilitation et l'exploitation et plus la maintenance de la centrale thermique de Kaloum 3. Et c'était un BOT. BOT, contrairement à Tepawa, BOT, vous venez, vous construisez, vous exploitez, en partant, vous laissez. Et vous ne partez pas. Au terme du contrat. Voilà. Tepawa. Les grandes gueules. Non, pas Tepawa ici. Eux, ils viennent, ils exploitent, en partant, ils ramènent tout. C'est un BO. Donc, pour AB, c'était un BOT. Le contrat a été signé. Maintenant, dans le contrat, il y a un tableau qui a 3 colonnes. C'est-à-dire que la tarification est à 3 niveaux. Le premier niveau explique effectivement que si EDG commandait de l'électricité à une capacité de plus de 247 kWh par an, c'est-à-dire si EDG commande plus de 247 gigawattheures, excusez-moi. D'accord. Voilà, les spécialistes pourront me permettre les terminologies. C'est 1000 kWh qui donne 1 gigawatt. Exactement. Donc, si EDG commande 247 gigawattheures par an, 10 000 l'État paye 8 cents. Et les 8 cents, c'est 6 cents comme le prix fixe et 2 cents comme les variables. D'accord. Paye 8 cents. D'accord. Deuxième niveau, si l'État commande, donc EDG commande à AB, à la société d'AB, entre 204 à 247 gigawattheures par an, dans ce cas, l'État paye 9 cents, 9,73 cents, avec comme 7 cents comme prix fixe et 2 cents toujours comme les variables, le coût de l'entretien, etc. et les dettes qui doivent être payées. Maintenant, troisième niveau, et c'est là où c'est intéressant, si l'État consomme, plutôt commande entre 150 à 204 gigawattheures par an, là, l'État est obligé de payer 12 cents par an. D'accord. 10 cents comme prix fixe et 2 cents comme les variables. Ce qui permettrait à la société de faire face à certaines responsabilités. Il se trouve que EDG n'a jamais commandé ne serait-ce que 150 qui est fou. par an. Qui est fou. C'est-à-dire qu'on s'arrange à être dans le bas de la consommation pour payer plus. Pour payer plus. Donc c'est parce que l'État n'a pas commandé plus, comme c'est stipulé dans le contrat, l'État n'a pas commandé plus, il fait que l'État paye plus. C'est comme chez les grossistes. Vous savez, quand vous partez à Madina, vous achetez une marchandise, on dit si vous voulez en gros, on vous diminue le prix. Mais si vous prenez en détail, vous serez obligé de payer le prix qui va. Il y a plus d'intérêt au détail. Donc voilà comment est-ce que l'État a payé 12 cents à la société d'AB. Mais même ça, ils n'ont pas payé parce que comme je le rappelais tout à l'heure là, la dernière commande c'était en février 2021. Avant le coup d'État. Là, c'est tout qui est arrivé. À la tête de DDG, qui a été recommandé, j'apprends, par AB, on a tenté de le joindre, il n'a pas voulu donner des explications là-dessus. Quand il est arrivé, eh ben, il n'a pas commandé plus à la société. D'accord. Et ils n'ont rien payé, jusqu'à ce que le contrat soit arrivé à terme. Le contrat, puisque c'est stipulé que c'est 5 ans renouvelables, il a bien évidemment écrit une lettre dont nous disposons
de résiliation, plutôt il a signifié de dénonciation. Il a signifié à la partie, à l'autre partie, donc à AB, le fait que le contrat soit arrivé à terme et propose être disponible pour une renégociation. Très bien. Les AB sont venus pour la renégociation et ils ont proposé 6 cents au lieu de 8 cents cette fois-ci. Et ce qui fait que AB, la société d'AB n'a pas pu produire plus et ils n'ont même pas tout réhabilité parce que le premier groupe qui se trouve là produit plus d'électricité que l'État n'en demande. Donc ce n'était pas nécessaire de réhabiliter les 2 autres groupes et etc. etc. Très bien. On va donc marquer cette petite pause, malheureusement, pris par nos obligations commerciales. On va la marquer et puis derrière, on va poursuivre cette restitution. On entendra Roby, Diba, Mohamed Mara et tous les autres chroniqueurs justement en réaction à cette restitution de Mohamed Ali. Restez avec nous et de votre côté, dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous y comprenez, puisqu'il s'agit de toute manière d'une actualité que nous poursuivrons les jours à venir. À tout à l'heure. Et aussi, nous le disons au passage, c'est un véritable sale temps pour les téléphonies. MTN en passe de rachat, mais aussi à Cellcom, cette nouvelle qui nous parvient. Le directeur général, tout nouveau jusque-là, le directeur général Guy Rosenblum, justement, dont on nous apprend la démission ce matin. Le personnel de Cellcom Guinée a donc reçu un mail d'information tout simplement. Quels sont les dessous de ce départ? Nous apprendons il ne tenait plus les rênes de l'entreprise, une entreprise devenue particulièrement difficile à remettre en selle. C'est une actualité que nous suivrons certainement les jours à venir, donc du côté de Cellcom. Un des défis à la nouvelle ministre des Télécoms. On verra bien, en tout cas on lui souhaite de pouvoir les relever. Et nous revenons en studio avec vous, Mohamed Ali. Rapidement, pour terminer ce bout-là, nous parlions des autres éventualités, et puis on parlait également de ce contrat de Abessila qui était passé ici même sur nos antennes. Exactement. Donc, je disais, en avril 2022, M. Laïsekou, directeur général DDG, avait écrit justement à la société AIS de AB pour leur signifier que le contrat arrivait à terme pour les 5 premières années. Il les invite à une renégociation justement pour un autre contrat. Et bien donc quand ils sont venus pour les renégociations, il a demandé à ce que ça soit qu'on diminue le coût, c'est-à-dire de 12 ou de 8 d'ailleurs qu'on descende. Ici, la société a proposé 6 cents en fait pour la production de l'électricité à la place de 8 en fait. Si vous commandez plus, ben, vous payez 6 cents, 4 cents comme le coût de l'électricité, 2 cents comme variable, etc. Finalement, M. Lai a refusé tout simplement de signer ce contrat-là. Et donc, il n'y a jamais eu de renouvellement de ce contrat. Ça voudrait dire tout simplement que cette société est là et ne produit plus aujourd'hui. Et j'apprends par ailleurs que l'État guinéen doit à cette société plus de 364 millions de dollars. Et la société menace d'attaquer à la société d'AB Silla. 364 parce que l'électricité qu'ils ont pris et le temps qui est resté, les variables sont accumulées et puis etc. Je pense que c'est beaucoup de sommes et l'État doit effectivement 364 millions de dollars à la société d'AB. Au temps d'Alpha Condé, je pense AB avait menacé d'attaquer l'État. J'ai eu la confirmation par un autre qui était ministre à l'époque et le président Condé avait voulu trouver une solution à l'amiable parce que dans le contrat, il est dit par protection effectivement que la société peut poursuivre l'Institut personnel, c'est-à-dire c'est lui qui a signé le contrat. Si c'est toi Tamba qui a représenté l'État, la société peut te poursuivre pour que tu payes l'argent, même pas l'État qu'on poursuit, mais quand même pour que tu puisses payer l'argent. Donc il y a ça. Pour qu'il y ait de l'électricité avant que l'État soit petit et continue de fonctionner normalement, on peut premièrement réhabiliter les groupes des EDG. Ça coûte pas cher et il paraît que les moyens même existaient pour réhabiliter les groupes et accroître leur capacité de production, que ce soit pour le Grand Conakry ou à l'intérieur du pays. Les K1, K2, K4 etc. doivent être réhabilités jusqu'à l'intérieur du pays. Il y a aussi un mini réseau qui avait été installé dans chaque région. Vous voyez, aujourd'hui, il y a de l'électricité à la baie, 24 heures, etc. Il y a un réseau qui a été installé dans chaque région. Quand vous activez ces mini réseaux, vous avez de l'électricité sans passer par l'interconnexion entre Conakry
payer, etc. Ça aussi, c'est une possibilité. Il y a la Côte d'Ivoire qui offre la possibilité de prendre de l'électricité à 12 cents, tout simplement, sans variable. Enfin, vous payez pour 3 mois, et bien on a de l'électricité qu'on a créé à l'intérieur du pays parce qu'ils ont déjà fait leur preuve, je pense, vers Zéricoris et qui est connecté de ce côté. Donc il y a aussi cette possibilité et il y a la signature des contrats avec les privés. Tepawa aujourd'hui ne produit pas beaucoup, je pense même qu'il ne produit non plus. Donc il faut renégocier les contrats et optimiser les quantités pour les permettre de produire et aller avec Kaloum 3 effectivement aussi les amener à accepter peut-être les 600 ou même à leur demander de baisser s'ils peuvent et justement les permettre de produire parce que sur le cas spécifique puisque j'ai longtemps discuté avec eux, ils nous disent dans 2 semaines ils peuvent mettre les deux premiers groupes dans 2 semaines les 2 premiers groupes peuvent fonctionner. Dans un mois les 3 groupes pourraient fonctionner à leur capacité maximum, etc. Ils peuvent le faire. Donc ça aussi c'est une autre solution. Mais puisqu'il n'y a pas de l'argent dedans, je vais chuter sur ça Tamba, puisque ça ne va pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ristourne pour aller dans les se partager. On veut faire venir un bateau qui a plus de capacité que nous-mêmes, que la Guinée ne consomme. Que la Guinée ne consomme. Ouais. On fait venir d'abord ce bateau. Mais avant même, on crée une crise artificielle et il y a au moins 2 ou 3 spécialistes qui ont dit que cette crise, elle est artificielle. Elle est faite à dessein justement parce que tout simplement, on veut faire venir le bateau pour se remplir les poches. À cause de ça, j'ai encore l'image de cet enfant de Kindia qui est mort par balle de Kindia parce que c'était 2 enfants. Il y a l'enfant de 7 ans, oui, il y a celui de 7 ans. Et Djiba, je crois, il avait l'autre de 14 ans. J'ai vu l'enfant de 7 ans, Djiba avait envoyé les images. J'ai vu mon petit gosse qui a 2 ans aujourd'hui. Ça aurait pu tomber sur lui parce qu'il est tout le temps dans la cour en fait, et dans les quartiers ici. Donc lui, il est mort parce que les gens veulent de l'électricité. Les gens meurent aujourd'hui dans notre pays parce qu'on réclame de l'électricité. Il y en a qui ont perdu leur entreprise parce qu'il n'y a pas d'électricité. Toutes les difficultés sont créées pour tout simplement que certaines personnes arrivent à trouver de l'argent pour leur poche à eux tout seuls. Alors que leur responsabilité fondamentale, c'est de veiller au bien-être des populations. Et c'est pourquoi on les confie ces responsabilités. C'est bien dommage. Eh bien, les solutions de la facilité, les solutions de la rapidité, les solutions les moins coûteuses, on n'en veut pas. Parce qu'elles ne garantissent pas que on se... Comment tu parles de backseat? Backseat. Bien. Backseat. Parce qu'il n'en aurait pas pour tout le monde. Oui, les pots de vin, les dessous de table, les gombos, comme on dit. Ça, c'est pas des gombos. Les gombos sont vertueux. Ça, c'est pas vertueux. Un gombo, c'est une petite affaire que tu gères. Mais ça n'en c'est pas ton argent. Mais ce n'est pas vertueux, néanmoins. Le gombo? Non. C'est que je le comprends mal. Voilà. Ça glisse, tu vois pas la trace. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les études ont été effectuées. Comprenez? Les études ont été effectuées. Il est très facile de trouver des solutions au problème de l'électricité. Non, le gombo est vertueux. Il est vertueux, je te laisse aller. Ce qu'on appelle un pot de vin. Non, c'est pas ça le gombo. Faut bien vous renseigner. Le gombo, c'est les petits marchés. Voilà, c'est ça le gombo. Le gombo est vertueux. Où tu gagnes un pourcentage. Je te laisse mais c'est pas très honnête. Mais par exemple, je suis journaliste. J'ai une maîtrise de cérémonie à faire. Petit gombo. C'est un gombo. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ça vient de là, on l'appelle gombo. On y va avec vous. Ça, c'est différent. On va avec vous, mon cher. Je sais que c'est différent. Ah non. Donc, allons-y. Les experts. Les grandes gueules. Les experts pensent que faire venir le fameux bateau qui a plus de capacité que nous de donner du carburant, de l'électricité que nous en avons besoin, pourquoi ne pas sectionner la distribution de l'électricité région par région et privatiser cette distribution? C'est-à-dire quoi? L'État se positionne, aujourd'hui nous avons les Chinois qui produisent et qui vendent à l'État. L'État se positionne en distributeur de carburant vers des privés qui aujourd'hui ont la capacité, parce qu'il y a des gens qui ont la capacité aujourd'hui d'acheter des mini-centrales pour pouvoir donner des carburants, de l'électricité dans les régions comme Zéricouré, comme Cancan, comme Labé, ou encore on peut encore même aller plus loin, sectionner. Mais le problème c'est quoi? L'État ne donne pas de garantie de protection à l'investissement privé en Guinée. L'État est un mauvais payeur. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect, c'est que l'État est souvent déloyal dans la concurrence. Dès lors que Mohamed Ali, par exemple, a le contrat de fourniture de l'électricité dans la région du Fouta, donc il installe sa centrale,
toi, tu as pour Zéré Corée, pour les grandes gueules, tu vas pour la Haute-Guinée, etc. Et que Mohamed Ali a plus d'entrées à la présidence, donc du coup, il est le plus protégé que l'autre. En cas de crise juridique, il est le mieux placé pour s'en sortir. Deuxièmement, ça favorise quoi? Ça favorise le fait que l'État se positionne non seulement en grand distributeur et donc se décharge de beaucoup de charges qui font que l'amende financière qui normalement devait rentrer dans les caisses de l'État ne rentre pas parce que c'est EDG qui achète, c'est EDG qui distribue, c'est EDG qui dépose des factures, c'est EDG qui doit faire des comptes qui doit rendre des comptes à l'État. Donc EDG déclare ce qu'il veut. Et EDG, à ce niveau-là, réclame ce qu'il veut. Ce qui fait que les citoyens ne payent, la plupart des citoyens ne payent pas. Alors que si c'est un privé qui doit distribuer, par exemple, dans la commune de Matoto, je vais aller dans une petite section comme ça. Moi, j'ai par exemple le contrat de distribution, d'achat de l'électricité au niveau de EDG et de le distribuer au niveau de la commune de Matoto. Et donc, c'est moi qui gère cette circonscription. D'accord. J'ai l'obligation d'être rigoureux, non seulement dans la distribution de l'électricité dans la commune de Matoto, mais qu'à cela ne tienne aussi, j'ai l'obligation d'être rigoureux dans le paiement des factures, parce que c'est une entreprise privée. Si on ne me paye pas les factures, comment je vis? Et comment je paye à l'État ce que je dois à l'État? Donc à partir de ce moment-là, la rigueur s'installe. Et non seulement la rigueur s'installe, mais l'État doit accorder à ce moment-là toute la garantie juridique à tous les privés qui vont s'installer dans la distribution de l'électricité. C'est comme ça qu'on trouve une solution. Très bien. Aller prendre un bateau, privatiser, déconcentrer un peu. C'est la solution. Déconcentrer, une solution en effet. Non seulement déconcentrer, mais le déconcentrer aussi, il faut verrouiller parce qu'il ne faut pas aussi non plus être guinéen, faire comme les Guinéens, le complexe du Guinéen. On va aller prendre un Mauritanien, un Belge, je ne sais même pas quoi, on va leur donner le contrat et ils vont venir, ils vont nous surfacturer. Ils ont tout. Il y a des exemples quand même de Guinéens, par exemple dans les hydrocarbures, dans la téléphonie. Bien sûr qu'ils sont capables. Je pense à, sans leur faire de publicité, je pense à Kamsa Petroleum, je pense à Mouna, qui font pas mal de bonnes choses justement. Ils sont capables de distribuer de l'électricité. Mais Roby, tu sais quoi? De façon zonée. Tu sais quoi? Personne. Les grandes gueules. Jacques, on va avec vous. C'est une longue période d'attente depuis le début de l'émission. Je pense que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois que je prends la parole, mais c'est bien que Mohamed Ali ait pris le temps de fouiller et puis de ressortir un certain nombre d'éléments de compréhension par rapport à ce qui se passe. Parce que cette histoire d'électricité, on ne finira jamais d'en apprendre. Je crois qu'on emprunte ça souvent au docteur Ousmane Kaba qui dit que derrière chaque absurdité en Guinée, il y a une affaire d'argent. Et donc, vous voyez, on vous explique des choses, vous dites voici la facilité, mais on laisse ça quand même pour faire ce qui est assez compliqué, comme l'histoire de Cancan avec les groupes électrogènes qu'on préfère louer, c'est passé à 5 000 $ ou 5 millions de dollars jour. 5 000 $ jour, alors que ce montant-là peut permettre... En un mois. C'est-à-dire en un mois, vous pouvez... Hein? 2 mois d'activité, vous achetez un groupe. Vous achetez un groupe neuf pour pouvoir fonctionner. Mais on préfère louer des groupes justement parce que ça permet à la fois d'avoir des marges sur ce prix, mais avoir aussi un business sur le carburant parce que quand les citernes quittent Conakry pour l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'escales qu'on peut faire sur le dos, bien entendu, du contribuable avant d'arriver finalement à ces dépôts qui vont servir à alimenter les groupes électrogènes. Je pense donc que tout ce qu'on est en train de faire là, les autres, ils ne sont pas préoccupés. Ils ne sont pas préoccupés par le noir dans les quartiers. Ils ne sont pas préoccupés par les entreprises qui sont en train de mourir. Parce que quand un État n'est pas préoccupé par la question de l'emploi, par la question de la misère, tout simplement, évidemment, tout ce qu'on dit là, ça ne touche pas leur cœur.
J'ai dit, il faut arrêter de parler au cœur de ces gens-là. Ça ne leur dit plus rien. Ce qui les préoccupe, c'est comment... Tu veux parler en cœur. Encore faudrait-il qu'il y ait un État. Ce qui les préoccupe, c'est évidemment permettre à tous ceux qui sont membres de cette gouvernance de se faire des sous avant la fin de la transition. C'est vrai que ce n'est pas une pratique nouvelle, ça a existé aussi. Et vous savez, il y a un ministre qui n'est plus en fonction, qui l'a dit, il a même été enregistré là-dessus, et qui disait, de toutes les manières, on sait que cette transition, c'est pour voler. C'est pour voler. Donc, et il a été enregistré, justement, ça a été à l'origine de son limogeage. Exactement. Donc, en gros, donc, c'est ce qui est en cours, c'est ça. C'est comme avec le précédent sujet qu'on a évoqué ici. Vous comprendrez qu'au fond, ce n'est pas parce que, comme Romy le disait, que les citoyens ont un niveau de vie comme celui que nous connaissons, que les gens n'ont pas d'ambition. En réalité, les gouvernants, ils ont une grande ambition. Si vous voyez leurs propriétés privées, vous voyez les propriétés privées des fonctionnaires, mais c'est une grande ambition. C'est bien. C'est une grande ambition. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut mettre dans le bien commun, on met dans le bien privé. D'accord. Et dire que ça, c'est pas une ambition. C'est du marbre. Ah oui, les carreaux sont faits en marbre. Oui. Et puis, c'est vaste. Vous savez, on se donne quand même. C'est royal. C'est royal. C'est respectable. Les baignoires sont des gros lavabos. La mosquée Faisal. Tu me permets, la mosquée Faisal qui a été réalisée récemment. Allez voir à Gbessia. Le duplex construit par l'un des entrepreneurs et allez regarder très bien les matériaux utilisés à la mosquée Faisal et voyez les matériaux utilisés dans sa maison, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc, et sa maison, tout le voisinage dit que la maison a été construite en maximum 6 mois. Et bien voilà. Ça, c'est la mosquée Faisal que nous connaissons. Donc ça, c'est une grande ambition. Quand vous voyez les pays qui nous entourent, vous allez voir que si on prend certains quartiers de Conakry, bon, on est sale, c'est ça la vérité, mais vous voyez certains biens privés, vous les comparez aux biens privés d'ailleurs, vous allez vous poser la question, mais où on sort tout ça? Parce que vous avez quand même quelques propriétés ici qui n'ont rien à envier aux propriétés de certains pays. Mais là où on est en retard et là où on ne veut faire aucun effort, c'est dans le bien public. Que ce soit les infrastructures immobilières qui doivent aider à accueillir notre administration, à accueillir nos entreprises, c'est laid ou bien ça manque tout simplement de possibilités de faire un travail agréable. Également pour ce qui est des infrastructures routières et puis cette électricité-là. Quelqu'un préfère que chez lui, il y ait de l'électricité 24 heures sur 24 que de fournir de l'électricité au secteur dans lequel il loge. Il préfère voir le noir quelque part. Bon, ça fait grandir, ça fait respecter. Voilà le riche à côté de nous. Lui, il a le courant. Donc, quand tu sors au lit, voilà, le chef mais sort. Jacques, l'image que je n'oublierai jamais. Je crois que ça, c'est assez grave. Voilà. Et c'est sur, souvent, c'est sur les cadavres on s'enrichit. Très bien. Les cadavres. Sur les cadavres qu'on s'enrichit. Et Daouda, l'image que je n'oublierai jamais, c'est Cheikh Silla, à l'époque ministre de l'énergie, là-bas chez lui, tout autour de lui, tout est noir, un gros noir, et lui-même a de l'électricité chez lui. Mais tu savais pas qu'il avait toute une villa toute lumineuse avec de gros groupes électrogènes. Tu te souviens? Lui qui était en charge de l'électricité, à ce moment il disait que qu'il y a des sorciers et que ça faisait qu'il n'y avait pas d'électricité. Tu te souviens qu'à l'époque il avait une dizaine de salaires. Oui, à l'époque. Voilà. Sur tous les projets. Voilà. Ouais. Sur tous les projets et dans beaucoup d'entreprises. Ouais. Voilà. SEG, EDG, quand tu au ministère, et puis projet sous la bonne étoile. Très béni, très béni. Vous vous souvenez quand même à un moment donné que la directrice générale de l'hôpital d'Onka se fasse extraire la dent à Paris. La dent.
là-dedans à Paris. Donc, comme pour dire que ce sont pas des choses aujourd'hui qui sont... On est dans un pays où on donne le nom de tout un carrefour à un ancien directeur de la douane. Voilà, donc c'est comme ça, ce n'est pas quelque chose... C'est un ongo, hein. C'est un ongo. Voilà, un secteur. C'est un ongo. Et aujourd'hui, on s'assoit, on se construit un duplex avec un ascenseur. Parce que tel ou tel n'a pas fait son travail. Mais après tout, il y a quand même ce qu'on nous dit et ce qu'on fait qui sont carrément différents. Parce que quand on nous dit par exemple qu'on va lutter contre la corruption, on va lutter contre ceci, et au même moment, nous sommes les vrais acteurs de cette corruption. C'est nous-mêmes qui entretenons, qui planifions tout, qui disons, bon, voilà, comment manger ici et pour que 2 Guinéens meurent lorsqu'il y a une manifestation et qu'il y ait tir à balles réelles, comment assombrir telle autre communauté, ainsi de suite. Et tout cela se passe. Après, ce sont sur des faibles par moment qu'on se précipite pour dire que tel n'a pas droit à tel privilège. Et aujourd'hui, c'est quand même difficile à comprendre que nous nous retrouvions dans cette situation alors qu'on connaît le problème. Mais nul ne veut dire la vérité pour que le problème trouve une solution. J'ai bien mal quand Baouri, ne sachant pas, qui ne sait pas qu'il y a effectivement de l'argent, mais ce n'est pas destiné au peuple. Il dit que bon, aujourd'hui c'est difficile d'aller avec le bateau, d'aller avec tel, parce qu'on n'a pas d'argent. Lui, il ne sait pas qu'il y a l'argent. Parce qu'il vient d'arriver. On ne lui a pas encore montré, comment on l'appelle, le caveau, hein, le caveau d'argent. On n'a pas encore montré le caveau. Donc il ne sait pas encore. Il a bien raison de dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a quand même des gens qui nous ont dit ici que la Guinée n'avait encore jamais eu d'argent de son histoire, que cela se passe avec le CNR. Le ministre porte-parole du gouvernement l'a dit. Et donc c'est le gouvernement. Parce qu'on avait bloqué les dépenses, l'argent est rentré à flot et ça a rendu les gens dingues. On n'a pas compris que l'argent c'est pas pour garder, l'argent c'est pour investir. Et dès que les investissements ont commencé et le coutou a commencé, chacun a pris pour lui et ça continue. Franchement, répète ça. Le coutou. Il faut l'expliquer pour les étrangers parce qu'on est suivi partout dans le monde. Les gens ne savent pas c'est quoi le coutou. Ça se fait dans un bol, non? Ça se fait dans un bol. Ça se fait dans un bol. Et vous savez quand le plat il est là, Mohamed Ali vous fait, non? En fait, on sent que c'est sur le point de finir. Quand il n'y a pas beaucoup, on est nombreux, Mohamed Ali il profite, il tire le bol et voilà. Il fait ça à la direction. Mais aussi, pire que coutou, c'est que chacun se jette au même moment, chacun veut avoir la plus grosse poignée à la fin. Voilà. Donc chacun quand même en ressort avec un peu. Ali, lui, il prend le bol, il s'en va. Alors, on appelle ça punga. Voilà, punga. Chez nous, au pays ici. Alors, donc moi je me dis... Tamba est mal placé pour parler de ça. Au moins, Mohamed Ali, il prend le bol au moment où on a pris quelques cuillères. Lui, il passe dans le dos des gens et après, quand vous venez, vous ne trouvez plus rien. Spécialité de Tamba. Je crois que Djibril en sait mieux que tous. Alors, pour terminer, je trouve quand même que des Guinéens, aient aujourd'hui le courage, sachant bien ce qu'ils font, ils savent que ce qu'ils font n'est vraiment pas catholique, mais c'est eux qui sont prompts à vouloir défendre le faux et faire croire, transformer le faux devant le Guinéen en vrai, alors qu'eux-mêmes savent que ce qu'ils défendent, c'est de la fausseté, c'est vraiment satanique ce qu'ils font, mais ils font passer cela pour de la prophétie. Ouais. Tu vas te faire harakiri par leurs communicants, tu vas te faire harakiri par tous leurs petits encore sur les réseaux sociaux. Non, le mal de ce pays, c'est même pas cette élite-là, hein, c'est cette jeunesse-là, sans vision-là. C'est pourquoi j'ai dit on dénonce un cas de prévarication. Les gens, ils vont aller regarder au patronyme du gars et ils vont dire, ils ne dénoncent que les gens, les terminés. Tu finis avec ça, tu dénonces un autre, on dit non, il est contre lui parce que sûrement il voulait la place de l'autre. Moi-même là, parfois quand je me regarde, il y a des moments j'ai pitié de moi-même. On m'a prêté tellement de postes
au cours des 12 derniers mois, chaque fois que je dénonce quelque chose, on me dit non, le poste là lui était promis, il ne l'a pas dit. C'est ça vos jeux. C'est ça vos jeux. Ce que Mohamed Mara n'a pas dit, c'est que quand les gens ils s'accaparent du bien public à milliards, c'est pour aller donner 5 millions, 2 millions à un petit qui a un petit smartphone et qui se met à insulter parce que tout simplement lui il a reçu ses 2 millions. Et à une minette bien... Bon. On va avec vous. Mon cher Djiba. Ah, mais c'est Ramadan, mais Ramadan, c'est aussi d'expier le mal qui existe. Il faut en parler. Le mal, c'est aussi ça. Que l'on saute sur la grenouille, qu'on s'accapare ce qui appartient à tout le monde pour aller le donner à une jeune dame. Et à coup de... Ce gars qui faisait venir l'étrangère ici et qui lui payait 100 000 $ pour la nuit, vous vous en souvenez bien. Allez-y, ça c'est de l'argent public parce que de l'argent propre, la belle camerounaise. Avec 100 000 $. 100 000 $. Avec 100 000 $. Pour une nuit. Justement, avec 100 000 $, sur le grand concours, on peut financer 100 jeunes. Combien de jeunes? 100 jeunes. Regardez. 50 millions par jeune. Alors, non, Djiba, 20 jeunes. Je veux dire, même plus. Même beaucoup. Parce que vous avez 1 milliard, vous partez 50 jeunes, vous pouvez le faire. Alors, j'aimerais, par exemple, puisqu'on parlait de KPS, de K-Powership qui est parti, pas celle qui a annoncé. Celle qui est partie, j'ai le contrat en face de moi, le contrat d'achat. Vous vous souvenez, en 2021, le contrat avait été renégocié, puisque ça a été signé en 2019. En 2021, ça avait été renégocié. Dans la communication à l'époque de Kassori, il disait que l'État avait pu faire une économie de 16 millions de dollars US. Maintenant, avant de venir sur le contrat, le réseau tel qu'il se présente, lorsque vous regardez, vous vous rendez compte tout de suite, c'est une affaire de sous. Parce qu'on ne donne pas l'électricité, parce qu'on veut passer par des raccourcis. Sur toute la chaîne, il y a des bouches qui sont là qu'on peut nourrir. Par exemple, sur le projet d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, on voulait donner 15 MW à la Guinée, puisque la Sierra Leone aujourd'hui a 18 MW, 15 MW, mais c'est une option. On est encore en train d'étudier parce que l'argent ne va pas aller dans les poches de certains cadres. Donc c'est une option qu'on peut balayer. Il faut aller vers la facilité. Si vous regardez le réseau aujourd'hui, dans certains pays, on refuse de privatiser la production. C'est la distribution et la commercialisation, on privatise. Parce que la question énergétique, c'est une question aussi de souveraineté et de sécurité d'un pays. Mais sauf que chez nous, si vous regardez les statistiques, par exemple, vous avez K-Powership à l'époque, puisque la capacité installée, Mohamed Ali le disait tout à l'heure, c'était 115 MW. Et la capacité garantie qui était assurée, c'est 105 MW. Maintenant, lui, il était privé. Vous avez par exemple GDE à l'époque qui était privé. Vous avez CBG qui était à l'époque privé, qui est encore privé. Vous avez aussi un autre qui est là du côté de Bokeh, j'y arrive s'il vous plaît. Donc vous avez par exemple Tepawa qui est privé. Vous avez également une autre entité qui est ici et qui aussi reste dans le cadre privé. Vous avez par exemple Kaleta qui est privé. Vous avez Swapiti également qui est privé. Vous avez d'autres secteurs aussi au-delà de Swapiti, puisque Swapiti c'est CWE, l'entité qui gère l'entité chinoise. Vous avez également l'autre GMG qui est aussi privé. Donc voilà un peu comment le réseau se présente. Vous avez beaucoup plus de privés dans le secteur. Maintenant, ceux qui sont aujourd'hui publics. Vous avez par exemple Kaloum 1 qui est public, mais dont la capacité aujourd'hui elle est réduite par rapport un peu au problème de révision que la centrale connaît. Vous avez par exemple Kaloum 2 aussi qui est public, mais avec le même problème de pièces de rechange et de révision. Vous avez par exemple au niveau du public, vous avez Garafiri. Garafiri quand même qui est un barrage qui est 100% public, qui est guinéen. Et Garafiri c'est 75 MW de capacité installée, mais aujourd'hui avec l'assèchement des cours d'eau, ça fait que Garafiri n'arrive pas à produire sa capacité réelle. Vous avez par exemple Banéa qui est public, vous avez Donkea qui est public, vous avez King Kong, vous avez Tenkiso, vous avez Lufa. Donc voilà comment le réseau se présente. Maintenant sur le contrat de la société qui est partie, puisqu'on parle du bateau, qui doit revenir. Si vous regardez un peu au niveau des charges fixes et des charges variables,
j'ai pu parcourir par exemple au niveau des charges fixes et des charges variables. Vous constatez ici tout de suite la capacité à l'époque qui a été garantie. On parlait de 105 MW. Maintenant, comment les 150, la saison hivernale, ils disent du 14 novembre, du 15 novembre au 14 juillet. C'est la saison sèche. Maintenant, la saison hivernale, on dit du 14 juillet au 15 novembre, c'est-à-dire inversement. Maintenant, pendant la saison sèche, la capacité qui est produite est plus importante que celle qui va être produite pendant la saison hivernale, parce que pendant la saison hivernale, il y a les barrages, justement, il y a de l'eau. Il y a une production complémentaire. Il y a une production complémentaire qui est là. Par exemple, on dit les parties peuvent convenir d'une augmentation de la dite capacité par tranche de 10 MW sur les 115. Donc, on donne les 105. D'accord. Ensuite, on dit au niveau de fréquence de voltage, on dit 50 Hz de 110 kW avec les transformateurs élevés et tout. Donc, les spécificités techniques avaient été apportées. Mais sauf que plus loin, au niveau maintenant des charges, Tamba, on dit paiement mensuel de l'accès à l'électricité, garantie financière et conditions de paiement. Paiement mensuel. On dit l'acheteur s'engage à payer à KPS, c'est-à-dire c'est l'État guinéen, le paiement mensuel qui sera calculé comme suit. Le paiement mensuel est calculé comme suit. On dit le paiement mensuel frais fixes, plus frais variables, plus frais de carburant, plus frais de fourniture supplémentaires. C'est-à-dire les frais, les 6 cents, il faut le payer. Les frais variables, ce sont les frais d'entretien, d'ancrage, de maintenance et tout. Et surtout aussi le carburant. Donc ça aussi, il faut payer. Ensuite, frais de fourniture supplémentaires. Donc c'est tout cela. Aussi, combien vient de s'ajouter? Vous avez par exemple frais fixes. Ça, c'est le coût de l'électricité. Voilà, les 6 cents. Plus frais variables, plus frais de carburant, plus frais de fourniture supplémentaire. Donc, c'est ce que l'acheteur doit payer à la société qui fournit l'électricité. Donc, c'est une fourchette qui était assez importante, ce qui a fait que ça a été renégocié en 2021 pour qu'on économise 16 millions de dollars. Maintenant, plus loin, sur les frais fixes, parce que c'est un take or pay, c'est-à-dire que tu payes ou tu prends, ou tu prends, après tu payes, c'est-à-dire tu payes le service fourni. Ça se fait dans certains pays. Maintenant, sur le cas guinéen, par exemple, pendant la saison sèche, on dit 100% du moindre de la capacité garantie du powership est donné. Pendant la saison des pluies, 50% du moindre de la capacité garantie du powership est donné. Comme ce que j'ai dit, on baisse en fonction de ça. Et quand on baisse aussi le coût de production et ce qu'on doit payer. Maintenant, pour finir rapidement, justement, plus tu donnes, plus justement, devient petit. Maintenant, pendant la saison sèche, voilà comment les chiffres sont présentés. On dit 730. Rapidement, en une minute. En une minute. Pendant la saison sèche, 730 heures divisé par le mois, fois la base des deux parmi la capacité garantie du powership, la capacité testée en mégawatts fois 1000 fois 100% en take or pay. C'est comme ça en fait, comme ce qu'a dit Mohamed Ali, c'est comme ça ils ont monté en fait, ils ont fait le montage financier pour calculer, pour trouver la somme véritable. Maintenant sur la somme, le chiffre il est là, on dit le montant de la garantie financière. Parce que avant que ils viennent, le montant de la garantie financière, on parle de 24 593 152 dollars. Donc 24 millions de dollars, montant garanti sur les 3 mois avant que le bateau vienne. C'est ce que la Guinée n'a pas encore payé. Ça c'était, c'est ça, c'est l'ancien. Ça c'est pour l'ancien. Donc c'est pour vous dire que si on a payé 24 millions de dollars à l'époque, pour une centrale avec une moindre capacité de production, cette fois-ci on risquerait de doubler, donc on risquerait d'aller autour de près de 50 millions de dollars. C'est bien de nous faire cette précision. 150 millions de dollars. Maintenant, la solution aujourd'hui définitive est une centrale coûte 1 500 000 dollars. Combien de mégas? Raisonnablement. 1 méga. Voilà. Vous comprenez? C'est 1 méga ou 1 giga? 1 méga, je crois, 1 méga. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'État devrait arrêter de privatiser à outrance le secteur de l'énergie. C'est une question de souveraineté, mais aussi d'argent. D'argent. On donne au privé parce qu'il y a des gens qui profitent de la situation pour détourner. Si on nous maintient dans l'obscurité, c'est parce qu'il y a eu tellement de ramifications. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de nous rattraper. Qu'est-ce qui nous coûte d'acheter nous-mêmes
installer une centrale thermique de 200 MW à Conakry qui va être placée sous la tutelle de EDG, qui va être publique et EDG va gérer. EDG qu'on doit privatiser. Oui, EDG on privatise. On privatise EDG, mais la production doit être solution. Une question de l'État. J'ai une meilleure solution. C'est à cause de ça, mais s'il te permet, si tu la production revient à l'État. EDG, on la privatise et commercialise. C'est à cause des droits de l'homme et de la démocratie que je dirais pas ça, mais ces principaux managers, les cadres managers et on doit les prendre, on les tend. Les EDG. On les chicote de ceux qui n'ont. Et après on recrute d'autres. C'est malheureux. Je vais placer ma raison, c'est beaucoup d'argent et c'est malheureux. Qui n'avaient pas compris, oui, rapidement, qui n'avaient pas compris pourquoi on avait limogé l'AICECO, parce que j'avais d'autres explications de la situation. Mais de ce que j'ai compris des DG ces derniers temps, après des recherches, ils doivent tous aller en prison. Les responsables des DG, tous ceux qui ont géré depuis que EDG. C'est ce que je vous dis. Veolia a mieux géré, mais on a tout fait pour faire partie de cette société française. Après Veolia, les directeurs qui sont... Il y en a qu'on a viré parce qu'ils ont magouillé sur les qualités de majout qu'on devrait mettre dans les moteurs. Et après, les centrales ont pris des coups. Ils n'ont pas réparé. Aujourd'hui, ils sont conseillers du président. Il y en a qui ont été remis en cause ici pour malversation. Ils sont conseillers du Premier ministre. Il y a des gens qui se font des milliards en francs guinéens, mais même des milliards en dollars, à partir des DG. Eh bien, ça passe comme lettre, comme il regarde la lettre, tout le monde d'euros. On va donc avec vous, Mohamed Mara. Ça passe comme poste à la lettre. Donc avec vous, Mohamed Mara, je pense qu'ils ont tous quelque chose en commun, les voleurs. Plus ils volent, plus ils regardent le peuple de haut. Ils se foutent de tout le monde. D'accord. Je vais arriver à la fin, mais je vais tâcher d'être court. Première chose que j'ai envie de dire. Vous dites que la Guinée doit de l'argent à AB. C'est parce que la Guinée n'est pas un pays sérieux. Dans un pays sérieux, AB débarqué du gouvernement, des grandes gueules, devait aller s'expliquer devant la justice. Vous l'avez écouté ici. Vous-même, vous avez donné certaines informations. Ne serait-ce que pour élucider les conditions dans lesquelles il a fait payer sa société en prime à l'époque. Il faut... Attention. Je veux vous dire une chose. Si tu peux me permettre de terminer, c'est bien. Je vous ai fait depuis près de 3 heures. Oui. Non, la précision est clarification. De ce que j'ai appris, AB, il est devenu ministre après qu'il ait signé le contrat depuis 2016, sa société avec l'État. Et je ne parle pas de cela. Il est devenu... J'apporte juste cette précision. Il parle de se faire payer. Oui, c'est pas de signer le contrat. Quand il est devenu ministre, je vous dis, c'est ce que je suis les créances qui ont été payées, la manière dont les créances ont été épongées, je dis encore une fois, dans un pays, y compris à sa société, on te dit, je te dis, si tu me permets, laisse-moi terminer, tu vas mieux me comprendre. Dans un pays sérieux, quand c'est le cas, surtout que vous avez été prestataire, vous ne venez pas comme ça et que vous avez un contentieux avec l'État. Vous n'allez pas démarcher pour être ministre comme ça. Parce que vous savez que chaque geste que vous allez poser va être passé au crible et que vous pourrez être passible justement de poursuites judiciaires pour ça. Il faut vérifier est-ce qu'il n'y a pas eu de prise illégale d'intérêt. Il faut vérifier. Moi, je dis qu'il faut vérifier. Vous êtes en train de vous plaindre. Toi-même, tu viens de dire que des gens qui auraient dû être en prison pour des questions de mazout, de ceci, cela, sont aujourd'hui conseillers à la primature et ainsi de suite. Et la longue liste va continuer tant qu'on ne commence pas à demander des comptes. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais dire, si on commet la bêtise d'aller prendre un bateau de 250 mégas, alors que on a une capacité installée qu'il nous suffit de dépanner et que nous nous raccordions à ce seul bateau, un pays censé qui sait c'est quoi la sécurité. Je ne parle pas de souveraineté, mais la sécurité même de l'État ne peut pas connecter sa capitale à une telle centrale flottante qui appartient à des étrangers. Il faudra être con pour le faire. De l'énergie additive, oui, mais une telle capacité suppose sûrement qu'ils vont déconnecter une bonne partie du réseau pour raccorder à cela. Vous m'avez dit que le câblage seulement ça va être de 150 mégawatts. J'attends de voir ce que ça va donner. La Guinée était en capacité également d'aller négocier avec les Turcs. On ne l'a pas fait. On attend ou on encourage, parce qu'il y a des business que des membres du gouvernement même se mettent en intelligence avec un homme d'affaires pour aller ramener le bateau qu'ils ont chassé et on nous le ramène avec 2, 3, 4 fois plus que le montant initial. Si vous trouvez que ça c'est normal également, c'est mon troisième propos, moi je trouve que c'est absolument scandaleux. Il doit y avoir un audit du secteur énergétique. Même de ce marché. Quoi qu'il ne soit même pas encore
ficelé. Oui, parce que la tentative de corruption, la tentative seulement est répréhensible. Il faut vérifier. Est-ce qu'il y a des officiels guinéens aujourd'hui qui sont en train de se rendre coupables de prise illégale d'intérêt, voire même de corruption dans ce marché-là? Il faut le voir. Je n'accepte pas qu'un an seulement après le départ de ce bateau, que les mêmes gars reviennent fanfaronnent devant nous ici pour nous dire qu'il faut un bateau d'ailleurs qui fournit encore 2 fois plus que l'ancien bateau. Je ne l'accepte pas en tant que Guinéen, je ne l'accepte pas en tant que quelqu'un qui a été envoyé à l'école, dont les frais, dont la scolarité a été payée par les impôts de Guinée. Je ne peux pas accepter une chose comme ça. Mara, il y avait cette initiative de la CRIEF, on l'a sabordée comme vous avez vu. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun recours. Oui, mais on peut faire ce qu'on veut on l'a vu sans venir. crainte d'être sanctionné. On l'a vu venir. Quand nous avons commencé à dénoncer à l'époque tout ce qui s'est passé entre le garde des Sceaux, le parquet, ainsi de suite, on a dit quoi? Que nous étions contre le garde des Sceaux, que nous étions contre le CNRD, ainsi de suite. On nous a créé toutes sortes d'ennemis. Alors que nous, on savait ce qui se passait et on voyait des choses. C'est pas tout ce qu'on sait, vous le savez par expérience, qu'on dit à l'antenne. Généralement, on ne dit pas plus de 30% ou 40% de ce que nous savons en réalité. Parce que c'est pour une question même de sécurité. Absolument. Ce qu'on sait, on ne peut pas tout dire à l'antenne. Mais on a tiré la sonnette d'alarme. On a informé qui de droit. Il y a des sujets qu'on a ramenés ici. Il y a des gens qui étaient mouillés ici, qui étaient dans la carambouille ici. On a commencé à les dénoncer. Qu'est-ce que le président a fait? Il les a récompensés en prenant des décrets qui ont renforcé leur pouvoir. Je dis encore une fois, l'électricité, si le CNRD joue avec, le danger aujourd'hui, pour lui, c'est les révoltes des populations. Le danger viendra d'un blackout géant provoqué justement, pour une raison ou pour une autre, par un tel bateau. Ils l'ont fait en Sierra Leone. Là-bas, l'argument c'était quoi? L'État n'a pas payé. Ici, l'argument pourrait être autre. Quand votre pays traverse une tempête aussi tumultueuse, à un moment comme ça, vous ne pouvez pas donner de tels éléments de souveraineté à des étrangers et qui plus sur un bateau flottant. Imaginez qu'on dise panne. Imaginez qu'on dise oui, le mazout était de mauvaise qualité, ouais, le bateau s'est arrêté. Pour une raison ou une autre. Imaginez en pleine nuit. Avec ce qu'on a connu la dernière fois, imaginez. Je ne peux pas en dire plus. On espère vraiment que le temps qu'Aïssa Toussané s'installe, on espère vraiment que la présidence, si vraiment on peut y compter, parce que c'est ce qu'il faut en dire désormais, puisque quand tu parles de EDG, tu parles d'énergie, tu parles d'électricité, tout se ramène à la présidence finalement. L'espoir, c'est qu'on puisse y avoir un meilleur regard, un regard plus exigeant sur les conditions dans lesquelles nous négocions ces contrats et surtout sur la nécessité que cela puisse servir l'intérêt général. On va marquer notre virgule et puis derrière, c'est le mur du jour tout à l'heure. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, lequel des chroniqueurs s'est révélé être le plus à côté de la plaque? Aïssa Toussané, avec vous, quelle réponse? Alors, comme d'habitude, nous prenons les 3 derniers qui ont pris plus de murs. Mohamed Mara en a pris 3, Mohamed Ali a pris 2 et puis Ruby a pris 4 murs. Très bien. Quel est le mur du jour? Très bien. Non, on dirait bien. Ne dis pas que tu les as orientés. Ne dis pas que nos auditeurs n'ont pas l'indépendance intellectuelle et auditive. Pour entendre ta technique de ça, c'est ce qui tu as influencé le jeu. Non. En fait, ta donnée orientation, je vous dis. Le mur du jour, c'est Ruby, hein, mais vous êtes libre de voter. Mais attends, il aurait été sanctionné. Il a fait plusieurs jours, les auditeurs n'ont pas vu. Oui, mais il a sauvé ses auditeurs et là on le sanctionne. C'est un second. Je suis tout heureux de partager. C'est un second parti que Ruby a pris 3 murs. Sinon, il n'avait qu'un seul mur jusque-là. Mais il a fallu que tu influences le jeu. Moi, je suis un modérateur honnête. Ouais, c'est ça. Je n'influence rien. Faiseur du mur. Très bien. Merci les gars. Merci. Ça, c'est une actualité qu'on suivra. Et désolé pour cette amie de la France qui devait prendre la parole au sujet du cas Aminata. On y reviendra. Pourquoi pas. Et aussi à Maître Pépé Antoine, Mongo. On ne se fâche pas après son coup. Donc, on remet ça demain. Demain, nous parlerons justement, si tout va bien, de ce procès du 28 septembre qui reprend en souffrance.
Merci à la régie, merci à vous également, auditeurs et auditrices, qui avez été des nôtres. Continuez de rester en compagnie de nos programmes, puisque vous savez, il n'est plus question d'être les meilleurs seulement. En Guinée, désormais, nous sommes les seuls.